Les supervolcans les plus grands et les plus méchants de notre planète se réveillent. Lorsqu'ils entreront en éruption, vous le remarquerez certainement, même si vous vivez à des milliers de kilomètres de l'épicentre. Les scientifiques craignent que nous n'ayons pas assez de temps pour nous préparer et faire face aux conséquences d'une super éruption. On observe une activité volcanique près de la ville italienne de Naples. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre Vésuve, mais avec un autre volcan. Celui-ci est plus difficile à voir car son sommet n'est pas aussi élevé. Mais ne vous laissez pas abuser par ce mauvais garçon. Il pourrait être bien plus dangereux que son gigantesque voisin. Il possède un énorme cratère d'environ 13 km de large. Ce volcan porte le nom de champ Phlégréen. Il s'agit de l'un des plus grands d'Europe, et il se trouve dans le golfe de Pouzzoles. Les champs Phlégréens sont entrés en éruption il y a 39 000 ans, avec une explosion si massive qu'elle a répandu des cendres dans toute la région méditerranéenne. Elle a également provoqué une baisse de température de plus de 9 degrés Celsius dans toute l'Europe de l'Est. Ce fut la plus grande éruption volcanique du continent en 200 000 ans. Depuis, les champs Phlégréens ont connu des éruptions plus modestes, la dernière datant de 1538. Aujourd'hui, la région regorge de petits cratères, de sources d'eau chaude et de bassins bouillonnants qui prouvent que ce supervolcan est toujours bien vivant et qu'il ne nous a pas oubliés. Depuis le début des années 2000, le sol du cratère géant et de la ville voisine s'élève lentement de 3 à 4 cm par an. Au moins 150 tremblements de terre ont secoué cette zone ces derniers temps. En mai 2024, un séisme d'une magnitude de 4,4 s'est produit dans la région, le plus important des 40 dernières années. Les habitants ont dû quitter leur maison et camper à l'extérieur car ils craignaient d'autres tremblements de terre. Personne ne sait comment les champs phlégréens se comporteront dans les mois et les années à venir. Alors les autorités organisent des exercices d'évacuation pour préparer la population au pire. Mais ce volcan italien ressemble à un chaton innocent comparé à la caldeira de Yellowstone. Pour qu'un volcan mérite le titre de supervolcan, il doit être capable de produire des éruptions catastrophiques et d'éjecter d'énormes quantités de magma, de cendres et de gaz volcanique. Le géant de Yellowstone répond à ces critères. Même s'il bouge de temps en temps, ce supervolcan américain n'est pas entré en éruption depuis 640 000 ans. Mais lorsqu'il se réveillera, il le fera probablement avec une puissance incroyable, équivalente à celle que peuvent produire 10 énormes centrales nucléaires. Sous le sol de Yellowstone, il y a une zone très chaude remplie de roches en fusion, le magma. Au fur et à mesure que toute cette matière brûlante se déplace dans ce que l'on nomme la chambre magmatique, le sol au-dessus commence à se gonfler et à s'élever. Lorsque le magma se refroidit, le sol s'affaisse. Entre 2004 et 2009, le sol de Yellowstone s'est élevé de près de 25 cm, mais il a commencé à redescendre lentement en 2010. Les scientifiques ne savent pas si ce volcan entrera bientôt en éruption. Mais il existe un autre grand volcan, la caldeira de Long Valley, en Californie. Il est actif depuis 1980 et pourrait représenter une menace très importante pour les habitants de cet État. Les scientifiques qui l'étudient ont découvert qu'il n'avait eu besoin que d'une petite année pour préparer sa plus grande éruption, survenue il y a 760 000 ans. C'est une mauvaise nouvelle, car l'éruption d'un supervolcan peut avoir un impact considérable sur la planète, comme l'éruption du volcan Toba à Sumatra, il y a environ 74 000 ans. Il s'agissait de la plus grande éruption volcanique que la Terre ait connue en 28 millions d'années. Elle a recouvert une partie de l'Indonésie, de l'Inde et de l'océan Indien d'une épaisse couche de débris volcaniques, comme une couverture de 15 cm. La quantité de roches rejetées correspondait à près de 3 millions d'Empire State Buildings, empilés les uns sur les autres. Le cratère géant créé à cette occasion est toujours visible depuis l'espace. Toute la cendre ainsi que des gaz se sont élevés dans l'air et ont bloqué une partie de la lumière du soleil. Résultat, un hiver volcanique qui a duré entre 6 et 10 ans. Certains scientifiques pensent que cette éruption a pu affecter les premiers hommes. À l'époque de l'éruption du Toba, la population humaine a connu une chute brutale. Certains affirment même que, pour cette raison, les hommes modernes sont tous issus d'un petit groupe de survivants. Selon la théorie de la catastrophe de Toba, la plupart des premiers hommes d'Europe et d'Asie n'ont pas survécu au climat froid et rude qui a suivi l'éruption. Seuls quelques chanceux, en Afrique, auraient surmonté cette épreuve. Tous les scientifiques ne s'accordent pas sur cette hypothèse, certaines données archéologiques et climatiques témoignant d'une toute autre histoire. Un autre volcan qui a profondément changé le monde est le Tambora, en 1815. L'année qui a suivi est entrée dans l'histoire comme l'année sans été. Il faisait froid et pluvieux.
Et il y avait de la neige et du gel jusqu'en plein mois d'août, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Cela s'explique par le fait que le volcan a rejeté des quantités énormes de dioxyde de soufre dans le ciel. Le gaz s'est ensuite répandu dans le monde entier, ce qui a eu pour effet de refroidir la planète. L'éruption du Tambora a également provoqué des tsunamis dévastateurs qui ont coûté la vie à près de 10 000 personnes. Par la suite, environ 80 000 autres personnes sont décédées en raison des conséquences de l'éruption. Le froid a détruit les récoltes, si bien que la nourriture est devenue très chère. Et comme les chevaux étaient alors notre principal moyen de transport, le prix de l'avoine a lui aussi augmenté de façon considérable. Certains pensent même que cela a conduit à l'invention d'un tout nouveau moyen de transport en 1817, la bicyclette. L'éruption a rendu la Terre plus froide pendant environ 3 ans. Mais même s'il s'agissait là d'un événement d'une puissance rare, c'est la catastrophe du Krakatoa, un autre volcan indonésien, qui a remporté la palme en 1883. À cette époque, il était tout simplement plus facile de diffuser des informations grâce aux télégrammes et aux photos. Son explosion finale fut le bruit le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire. Les gens ont pu l'entendre sur 10% de la surface totale de la Terre. L'éruption a déclenché un tsunami dont les vagues ont atteint la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté. Si nous n'avions que 12 mois pour nous préparer à l'éruption d'un supervolcan, il nous serait vraiment difficile de stocker suffisamment de nourriture pour tout le monde. Mais ne paniquez pas tout de suite. Les éruptions de supervolcans sont très rares. La dernière s'est produite il y a 26 500 ans en Nouvelle-Zélande. Les scientifiques pensent qu'une super-éruption se produit en moyenne une fois tous les 100 000 ans. Mais ce qui est triste, c'est que la Terre ne suit pas une chronologie parfaite. Il pourrait y avoir des super-éruptions avec des intervalles plus courts et des périodes de calme plus longues. Étant donné qu'il y a déjà eu 2 super-éruptions au cours des 100 000 dernières années, il y a toujours un risque que l'une d'entre elles se reproduise plus tôt que prévu. En plus des supervolcans de Yellowstone et de Long Valley, les scientifiques font état de quelques points chauds moins connus mais tout aussi inquiétants. Au Chili, la Laguna del Maule est entrée en éruption par le passé, laissant derrière elle un immense cratère. Au cours des 20 dernières années, le sol s'est mis à s'élever de près de 0,3 mètres par an, soit très rapidement. Certaines personnes s'inquiètent du fait que cela pourrait être le signe d'une grande éruption à venir. Mais les scientifiques affirment qu'il n'y a pas encore assez de magma pour qu'une catastrophe survienne. En Bolivie, le volcan Uturuncu se réveille également. Il fait partie d'un groupe de volcans qui ont fait parler d'eux par le passé. Depuis les années 60, le sol autour de l'Uturuncu se soulève, mais la dernière éruption remonte à 250 000 ans. Même si le magma remonte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. La probabilité qu'une super-éruption se produise au cours de notre vie est de 1 sur 1400, ce qui est assez faible, et il n'y a donc pas de raison de s'alarmer outre mesure. Mais tout comme quelqu'un gagne à la loterie chaque semaine avec de très faibles chances, une super-éruption pourrait se produire un jour ou l'autre. Et lorsqu'elle se produira, nous devrons absolument être prêts. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler, jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous, en tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou.
Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abel 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite, mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication « ne pas déranger, trou noir en train de dormir » n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le Grand Collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour.
Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. Et si le Soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le Soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense, et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire.
il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenu à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites. Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années?
Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vu d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre.
mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicates et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre, et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi, et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac.
Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Nous sommes le 15 janvier 2022. Il est 16h47, heure locale. L'éruption est sur le point de débuter. Ressentez-vous ces secousses? Le Pacifique Sud s'apprête à être le théâtre de l'une des éruptions volcaniques les plus intenses jamais enregistrées par la technologie moderne. Elle survient dans le volcan sous-marin Unga Tonga Unga Ha'apai, niché dans l'archipel des Tonga. L'éruption est d'une ampleur exceptionnelle, avec un indice d'explosivité volcanique d'au moins 5, sur une échelle qui culmine à 8. Son intensité est comparable à celle de catastrophes historiques telles que l'éruption du mont St. Helens en 1980 ou du Vésuve en l'an 79. Elle projette dans l'atmosphère près de 10 km3 de matériaux volcaniques et libère plus de 150 millions de tonnes de vapeur d'eau dans la stratosphère. Une telle quantité de vapeur d'eau suffirait à remplir 58 000 piscines olympiques. L'éruption engendre également les courants sous-marins les plus rapides jamais observés et déclenche des tsunamis dévastateurs, atteignant des régions aussi éloignées que le Pérou, à plus de 1000 km du volcan. Au moins 4 personnes y trouvent de la mort, tandis que d'autres sont portées disparues. Le plus stupéfiant, c'est qu'un signe précurseur s'est manifesté à peine 15 minutes avant l'éruption. Comme cela arrive fréquemment, il n'a pas été repéré. 2 stations sismiques situées à environ 750 km du volcan, une distance inhabituelle pour ce type de phénomène, ont détecté une onde de Rayleigh, une onde sismique qui se propage à la surface du globe. Elle a été causée par une fracture du plancher océanique, où magma et eau de mer ont commencé à interagir sous une pression extrême, probablement à l'origine du déclenchement de l'éruption. Habituellement, les signaux sismiques liés aux éruptions volcaniques sont discrets et ne peuvent être détectés qu'à proximité immédiate du volcan. Mais cette onde de Rayleigh a parcouru une distance exceptionnelle et affichait une intensité inhabituelle. Cela témoigne d'une activité souterraine considérable avant l'éruption. Si les habitants n'ont rien ressenti, les capteurs éloignés, eux, n'ont pas manqué d'enregistrer ce phénomène. Et cette avancée représente une avancée précieuse pour la détection anticipée des menaces volcaniques et l'amélioration des systèmes d'alerte précoce. Si les scientifiques parviennent à identifier ces signaux précurseurs, ils pourraient alerter les populations en amont d'une éruption. Cela offrirait un temps précieux pour l'évacuation et permettrait de limiter les pertes, en particulier dans le cas des volcans sous-marins comme celui-ci, qui peuvent également déclencher des tsunamis dévastateurs. Bien que l'éruption ait été d'une ampleur considérable, son impact est resté relativement contenu. Cette découverte met toutefois en évidence le rôle essentiel des données sismiques dans l'anticipation et la gestion de ces phénomènes. Si ce signal précurseur n'a pas permis d'émettre d'alerte lors de cette éruption, la perspective d'une utilisation en temps réel de ces informations lors d'événements futurs semble prometteuse. Cela s'avère particulièrement vrai pour les éruptions sous-marines qui, contre toute attente, pourraient offrir un délai d'alerte plus long qu'on ne l'imaginait. Même si ce signal d'alerte n'aurait pas été perceptible à l'oreille humaine, il existe des sons d'une intensité telle qu'ils peuvent être littéralement fatals. De tels bruits sont extrêmement rares, mais le son le plus puissant jamais enregistré a bel et bien coûté la vie de ceux qui se trouvaient à proximité. Le 27 août 1883, l'éruption du volcan Krakatoa, en Indonésie, a généré le bruit le plus assourdissant jamais mesuré, atteignant un niveau stupéfiant de 310 décibels à la source.
Pour donner un ordre de grandeur, une perceuse électrique produit environ 98 décibels, tandis que le rugissement d'un réacteur atteint 140 décibels. À partir de 180 décibels, un son est capable de provoquer des lésions irréversibles sur les tissus auditifs. Lors de l'éruption du Krakatoa, le bruit excédait les 170 décibels à une distance de 160 km. Et à seulement 60 km de l'explosion, des marins ont eu les tympans percés. La déflagration a résonné avec une telle intensité qu'elle a été entendue jusqu'à 4800 km de distance. À Alice Springs, en Australie, située à plus de 3500 km du volcan, des bergers ont affirmé avoir perçu ce qu'ils prenaient pour des coups de feu. L'onde sonore du Krakatoa a fait le tour du globe à plusieurs reprises. Même si personne ne l'a entendu au-delà de 4800 km, des instruments ont enregistré des hausses brutales de pression atmosphérique jusqu'au Canada et en Angleterre. Une preuve que l'onde acoustique engendrée par l'éruption a parcouru la planète entière. Les sons dépassant 150 décibels peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour l'organisme. Une exposition à des niveaux compris entre 170 et 200 décibels peut provoquer des lésions mortelles, notamment l'éclatement des poumons. Quant aux sons excédant 240 décibels, ils entraînent des blessures d'une extrême gravité. Mieux vaut ne pas en connaître les détails. Disons simplement que ce type de phénomène est courant dans les dessins animés, mais rarissime dans la réalité. L'explication scientifique derrière ce phénomène repose sur le fait que le son est avant tout une onde de pression capable de se propager aussi bien dans les solides que dans les liquides. Lorsqu'un bruit atteint une intensité extrême, il peut même traverser le corps humain. Si la pression générée est suffisante, elle peut provoquer la rupture des tympans ainsi que des organes internes, entraînant des lésions graves, souvent fatales. Les volcans déclenchent souvent de petites secousses avant une éruption. Et ils produisent également un phénomène sonore particulier appelé trémor harmonique. Ce son se manifeste sous la forme d'un bourdonnement dont la fréquence augmente progressivement avant de s'interrompre brusquement juste avant l'éruption. Ce type de signal a été enregistré sur de nombreux volcans à travers le monde. Cependant, ce qui rend le volcan Redoubt en Alaska unique, c'est que ces trémors sont d'une intensité telle qu'ils sont perceptibles à l'oreille humaine, donnant l'impression que le volcan pousse un véritable hurlement avant l'éruption. D'après un géophysicien de l'Université de Washington, la fréquence du trémor harmonique du mont Redoubt atteint un tel niveau qu'elle n'est audible que sous la forme d'un léger bourdonnement grave, et cela, même lorsqu'elle atteint son maximum. Ce trémor dépasse de loin ceux enregistrés sur d'autres volcans, remettant en question les modèles scientifiques utilisés jusqu'à présent pour expliquer ces phénomènes. Face à ces observations, les chercheurs ont dû élaborer une nouvelle approche pour rendre compte de ces trémors particulièrement aigus. La plupart des sons volcaniques proviennent des vibrations des bulles de magma lorsqu'elles remontent à travers les fissures de la croûte terrestre. Mais dans le cas du Redoubt, les scientifiques estiment que le trémor harmonique et les secousses qui l'accompagnent sont liés au passage du magma sous une pression extrême à travers une ouverture étroite. À l'intérieur du conduit volcanique, ce passage reliant la chambre magmatique au cratère. Le magma, particulièrement visqueux, adhère aux parois rocheuses. À mesure que la pression s'accroît, il progresse lentement avant de se coller à nouveau, jusqu'à ce que la force accumulée le pousse à se déplacer de nouveau. Ces déplacements soudains génèrent de petites secousses, qui deviennent de plus en plus fréquentes sous l'effet de la pression, jusqu'à fusionner en un bourdonnement continu et de plus en plus aigu. Autrement dit, ce sont les roches elles-mêmes qui produisent ce son. Ce nouveau modèle d'interprétation est essentiel, car il pourrait permettre aux chercheurs de mieux comprendre les cycles éruptifs des volcans comme le mont Redoubt. Il pourrait aussi jouer un rôle dans les systèmes d'alerte précoce. Lorsque le Redoubt a commencé à produire ce cri, l'éruption avait déjà débuté depuis plusieurs jours. Le trémor ne fournit souvent qu'un court laps de temps, de quelques minutes à quelques heures, avant une nouvelle explosion. Dans le cas du Redoubt, il atteint une fréquence extrêmement élevée avant de s'interrompre brutalement, plongeant dans un silence angoissant, juste avant la reprise de l'éruption. Cette pause correspond à un ralentissement de l'activité sismique, où les deux côtés de la faille glissent en douceur l'un contre l'autre. Peut-être est-ce le stade où même les secousses sismiques ne parviennent plus à suivre l'évolution du phénomène. Ce nouveau modèle d'analyse pourrait également s'appliquer à d'autres volcans, comme la soufrière de l'île caribéenne de Montserrat. Les chercheurs s'attachent désormais à comprendre pourquoi la pression au sein du mont Redoubt semble se concentrer en un point précis.
Afin de poursuivre leurs investigations, ils ont réalisé 2 enregistrements de l'activité sismique du volcan. Le premier, d'une durée de 10 secondes, condense environ 10 minutes de signaux sismiques et de trémors harmoniques, accélérés 60 fois. Le second, long d'1 minute, résume près d'1 heure d'activité, comprenant plus de 1600 petits séismes qui ont précédé la première explosion du Redoute, accompagnée d'un trémor harmonique. Ces enregistrements constituent une ressource précieuse pour mieux comprendre les mécanismes des éruptions volcaniques et leurs signes précurseurs.